Conseil national des 59e États généraux. Y declara abierto este Estado Nacional de los 59 Estados Generales. Acabamos de escuchar a Luis XVI expresarse con mucha solemnidad. Voilà, nous venons d'entendre Louis XVI s'exprimer avec beaucoup de solennité. Mientras que el primer ministro empieza con su locución, voy a aprovechar para entrevistarme con algunos diputados. Puede ser interesante saber qué opinan de un día tan excepcional. Alors que le Premier ministre commence son exposé, je vais me rendre dans la salle des députés pour essayer de les rencontrer et d'entendre leurs sentiments sur cette journée exceptionnelle. Pardon, oui madame, je n'avais pas vu, voilà, pardon. Bonjour monsieur le député, bonjour monsieur le député élu. Pardon, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots en direct pour la population ibérique? Je vois que vous êtes un député élu de la classe du tiers état, catégorie très valeureuse et très essentielle pour la nation française, qui représente plus de 98% de la population. Absolument, l'écrasante majorité de la population. D'où venez-vous, si je peux me permettre? Je suis élue de Bourgogne. Oh, très bon pain en Bourgogne, hein. On aime voir là-bas, n'est-ce pas? Je vais vous dire, je regrette que le roi ne fait aucune allusion à un point capital de ces états généraux. Voyez dans cette salle comment les députés des différentes catégories sociales du pays ont été séparés les uns des autres, chacun dans son espace réservé. Vous êtes très sérieux, non? Quand demain nous allons travailler à proposer des réformes, si nous continuons à être divisés comme ça, alors évidemment aucun changement profond de notre société ne sera possible. Oh là là, mais vous êtes très défaitiste. Je vais devoir vous laisser. Mais écoutez-moi, la pièce. Cette Assemblée nationale n'est plus vraiment nationale puisque nous allons être divisés en 3 assemblées qui pourront faire chacune des propositions dans leur petit coin en fonction de leurs petits intérêts. Rendez-moi mon microphone s'il vous plaît, monsieur. Et les 2 assemblées de citoyens privilégiés qui représentent une infime minorité pourront dicter leur loi à notre assemblée majoritaire à 98%. Je vais me fâcher, monsieur. Rendez-moi mon microphone. Vous êtes terriblement écrit. Ayez un peu d'espérance quand même. Hein. Vous représentez très mal l'esprit français. Bueno, parece que esta asamblea de Estados Generales parece ser verdaderamente cautivante. Bon, je crois que cette cérémonie des États généraux promet d'être vraiment captivante. Seguiremos todo esto en los próximos días con la mayor curiosidad. Nous suivrons tout cela dans les jours prochains avec la plus grande curiosité. Mientras que el primer ministro termina su alocución, bastante larga la verdad, y creo que muy aburrida, ha llegado la hora de despedirnos. Mais alors que monsieur le Premier ministre continue son allocution, décidément très longue et à vrai dire un peu ennuyeuse il me semble, il est l'heure de vous dire au revoir. Les deseo, señoras y señores, una feliz velada en familia, y les esperamos próximamente en nuestra antena. Nous vous souhaitons, mesdames, messieurs, une très bonne soirée en famille. Nous espérons vous revoir très prochainement sur notre antenne. Aquí Versalles, en directo desde la Asamblea Nacional de los Estados Generales. Un saludo, Madrid. Ici Versailles, en direct de l'Assemblée des États généraux de la monarchie française. À vous, Madrid! Veillez bien, que le prince ne quitte pas cette chambre avant que je ne revienne le chercher. Qui ne quitte pas la chambre, même si vous venez le chercher. Non, jusqu'à ce que je revienne. Jusqu'à ce que vous reveniez le chercher, nous ne devons pas entrer dans la chambre. Non, vous restez dans la chambre et vous veillez à ce qu'il n'en sorte pas. Et puis vous venez le chercher. C'est cela. Nous n'avons rien d'autre à faire que de l'empêcher d'entrer dans la chambre. Sortir de la chambre. Sortir de la chambre, oui. Compris? Si on... Quoi? Eh ben, si nous, Écoutez, c'est très simple. Vous restez ici et vous l'empêchez de sortir de la chambre, d'accord? Ah, ça y est, je me souviens de ce que je voulais dire. Peut-il sortir de la chambre avec nous? Non! Maintenez-le ici et veillez à ce qu'il... Oui, on va le garder ici, ça ne fait pas un pli. Hein. Mais s'il doit sortir de la chambre et qu'on sorte avec lui... Non! Gardez-le ici! Jusqu'à ce que vous ou n'importe qui d'autre... Non, pas n'importe qui d'autre, moi seul! Seulement vous. Revenez. Voilà. D'accord, parfait. On reste ici jusqu'à ce que vous reveniez. Et vous l'empêchez de sortir de la chambre. Quoi? Vous veillez à ce qu'il ne sorte pas de la chambre. Le prince? Oui! Veillez à... Ah, mais j'ai compris. Je pensais que vous parliez de lui. Ça me paraissait un peu stupide que j'aille le garder puisqu'il est lui-même garde. Est-ce clair? Ah oui, d'accord, parfait. Comme de l'eau de roche, pas de problème. Où allez-vous? Nous venons avec vous. Non, je veux que vous restiez ici et que vous veilliez à ce qu'il ne sorte pas de cette chambre avant mon retour! Ah, je vois. D'accord.
Ah bon? Oui, Et où est passé notre Premier ministre? il est resté à son bureau. Il s'est visiblement désolidarisé de votre intervention. Notre intervention. Oui. Oui, ma sœur! Vous ne pouvez pas ne pas réagir à ce qui est en train de se passer. Ah bon? Pourquoi notre Premier ministre ne s'est-il pas déplacé? Où est-il? Il faut réagir, Votre Majesté. Pourquoi ces gens là-bas ne veulent-ils pas sortir? Les gens de l'Assemblée du tiers-État se prétendent constitués dans l'Assemblée nationale et ont décidé de poursuivre leurs travaux. Eh bien, qu'ils restent s'ils ne veulent pas bouger. Ce n'est pas possible. Vous devez intervenir. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse à la fin? Nous venons de demander au colonel de la gendarmerie de faire évacuer la salle. Qui a demandé ça? Pourquoi faire? Pour procéder à l'arrestation de tous ceux qui refusent de se disperser. C'est moi qui ai demandé. Allez leur demander de ne pas le faire! À qui? Ces gens de la gendarmerie! Ces gens sont armés, non? Mais évidemment que la gendarmerie est armée. On est en train de piétiner votre autorité. La violence ne nous mènera nulle part. Mais comment voulez-vous réagir autrement? Je ne comprends pas votre complaisance. Vous venez de dire tout à l'heure publiquement que vous réagiriez très fermement en cas d'insoumission. Je commence à en avoir assez qu'on me donne sans arrêt des leçons, je ne suis pas un enfant. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai voulu cette phrase de mon texte qu'on m'a fait prononcer. Vous donnez l'impression que vous reculez. Je vais où je veux. Mais fais un geste au moins. Ne reste pas sans réaction. Nous perdons toute autorité. Je vais où je veux. La gendarmerie vient d'être décommandée. Retournez voir ces députés et insistez durement pour qu'ils sortent comme l'avait demandé le roi. Menacez-les s'il le faut. Ce coup d'autorité ne doit pas vous effrayer. Nous devons respect au chef de la nation, mais lui doit entendre et respecter les volontés de sa population et de ses représentants. Notre assemblée est encerclée de militaires, comme si le pays était en état de guerre. Je vous le dis, le roi a tenu des propos qui n'étaient pas les siens. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont prêts à rompre la confiance qu'ils ont reçue et à retourner vers leurs électeurs pour leur dire « Pardon, j'ai peur, vous m'avez remis une part de votre avenir entre les mains, mais je ne suis pas de taille, je manque de courage, j'ai peur ». Est-ce que nous n'avons pas juré de ne jamais renoncer à être ce pourquoi nous avons été désignés? Nous avons juré, mesdames, messieurs. Prenons conscience du droit que nous avons à tenir le premier rôle, aujourd'hui, dans cette société. Un jour, le roi lui-même sera conscient de ces vérités. Et si cela ne devait pas arriver, alors je le dis, n'ayons pas peur de perdre même jusqu'à notre existence. Mesdames, messieurs, avez-vous entendu les ordres du roi d'évacuer cette salle? Je vous demande de sortir. Oui, nous avons entendu les ordres qu'on a suggéré au roi de nous transmettre, mais vous venez de pénétrer ici, monsieur, dans l'enceinte sacrée de l'Assemblée nationale, instaurée par la volonté de toute la population française. Ici, vous n'avez aucune fonction pour vous exprimer ni aucun droit. Je vous demande donc de sortir. Taisez-vous, je vous ordonne de vous taire. Il nous ordonne, hein? Mais pour qui il se prend? Je suis votre roi. Ah, mais je n'ai pas voté pour vous. On n'élit pas un roi. Ah oui, alors comment êtes-vous devenu roi? La dame du lac, de son bras revêtu de la plus pure et de la plus étincelante des étoffes, brandit Excalibur hors du cœur des flots, signifiant que, par la volonté divine, moi, Arthur, avait été choisi pour porter à mon flanc Excalibur. Voilà pourquoi je suis votre roi. Est-ce que Franck est là et serait capable de s'occuper de celui-là? Écoutez, les femmes bizarres qui distribuent des épées en faisant la planche dans des mares, on peut pas appeler ça la base d'un système de gouvernement. Le pouvoir exécutif suprême découle du choix des masses, pas d'une cérémonie farcesque et aquatique. Taisez-vous. Vous ne pouvez pas prétendre être en droit d'exercer le pouvoir exécutif suprême simplement parce qu'une poule d'eau vous a balancé une épée. La ferme. Enfin quoi? Si je me baladais en prétendant que je suis empereur, simplement parce qu'une nana toute moite m'a lancé un cimetière, on m'enfermerait. Mais vous allez la fermer, oui, la ferme. Ah, voilà bien la violence inhérente au système. Ta gueule. Venez voir tous la violence inhérente au système. Au secours, on me réprime. Putain de paysan. Oh, vous avez entendu ça? Sans passe de commentaire. Votre sœur ne se sentait pas bien, alors je lui ai proposé de s'asseoir un moment avec moi. Il fait très chaud ici, non? J'ai oublié de vous dire, ce matin j'ai reçu un gentil courrier de sa sainteté, Jean 23. Il va mieux! Ses problèmes de santé le préoccupent beaucoup moins.
Ses ennuis digestifs se sont arrangés visiblement. Il prie pour nous. Ah bon? Je l'ai réconforté à propos de la situation. Malgré tous les événements, il n'a pas à s'inquiéter pour notre religion. Si vous le dites. On pourrait se passer d'un roi, mais pas d'un dieu. Nous sommes tous amenés à subir des épreuves, mais la plus grande de toutes serait de douter de lui. Je ne doute pas. Je n'ai jamais douté de lui. Les hommes me font douter. Pas lui. Majesté, Monsieur le Premier ministre souhaiterait s'entretenir avec vous. Majesté, excusez-moi de venir vous interrompre de manière si indécente, mais les événements qui se déroulent en ce moment à l'Assemblée sont d'une telle importance. Grave? Comment? Pardon? Grave, les événements? Avant tout, extraordinaire et imprévisible. Face au désordre actuel dans la société et pour enrayer un probable engrenage de la violence, plusieurs députés du parti de la noblesse ont fait une déclaration avec l'abandon immédiat de tous leurs avantages fiscaux. Et c'est de manière imminente. Ils ont remporté le soutien de la partie. Ah bon? Oui. C'est bien si ces gens s'étaient décidés un peu plus tôt. Nous n'en serions pas là, c'est bien mon avis, Majesté. Je dois dire que je suis assez émue. Même les moins modérés ont été sensibles à ce sacrifice au nom de l'intérêt général. Si les choses pouvaient se calmer maintenant. Au nom de l'égalité, les mêmes députés ont également suggéré que soit adopté pour tous les citoyens, sans exception, l'accès libre à toutes les fonctions de l'État. Ah bon? Oui. Majesté, Monsieur Jaubert, conseiller du Premier ministre, demande à être reçu en urgence par Sa Majesté. Monsieur Jaubert voudrait vous faire part de nouvelles importantes en provenance de l'Assemblée. Majesté, je suis navrée de vous importuner dans vos appartements à une heure pareille. La situation à l'Assemblée me paraît justifier une telle démarche. La séance ne s'est pas terminée après mon départ. Non, plusieurs députés ont fait de nouvelles propositions à la tribune, toujours dans un climat de grand enthousiasme. Assez émouvant, je dois le dire. L'une des propositions principales consiste à supprimer la taxe en faveur de l'Église catholique de France. Ah bon? Mais qui a fait une proposition pareille? Le député Maladroin, archevêque de Paris. Ça a été accepté? Par acclamation, oui. Il m'a semblé que certains s'abstenaient, mais ils étaient recouverts par l'euphorie générale. Mais cet homme seul ne peut pas prendre une décision pareille au nom de l'Église catholique. Il a exprimé que c'était à l'État de prendre soin de l'Église et non pas aux particuliers, surtout les plus démunis qui sont déjà accablés par les impôts. Et il a oublié que l'État était en faillite. Mais surtout, un homme seul ne peut pas faire une proposition pareille au nom de l'Église catholique. C'est insensé, enfin. À quoi cet homme peut-il aboutir? À une mise à mort de l'Église? Quand je suis partie, certains députés étaient à vouloir transformer immédiatement ces propositions en loi pour qu'elles puissent être appliquées sur le champ. Retournez là-bas tout de suite. Je vous rejoins. C'est incroyable ça quand même. Vouloir détruire l'Église quand on est soi-même un homme d'Église. Majesté, essayez de prendre un peu de recul. Dans un premier temps, tout ce qui est susceptible de calmer et de rassurer la population va dans le bon sens. Nous verrons plus tard pour l'application de ces mesures. J'y retourne. Sur le chemin, on vient de m'apprendre qu'a été rédigée une loi abolissant toute possibilité de subvention particulière accordée par votre Majesté sur le budget de l'État. Cette loi va vous être présentée pour signature dans les plus brefs délais. C'est un député dont la famille en bénéficie depuis des générations qui l'avait proposé en début de séance. Il paraît, Monsieur Muller, que vous avez été cité en tant qu'instigateur de ce grand mouvement de sacrifice français des élites nationales. Pardonnez-moi, j'y retourne, ce n'est pas fini, je le sens, c'est assez magnifique à voir, je dois dire. Ces subventions, Zénith, représentaient 20% du budget de l'État français. Nous allons faire des économies considérables, Majesté. Mais ce sont ces gens eux-mêmes qui ont proposé ces sacrifices. Il faut le croire. Je ne pensais pas que nous pourrions réaliser autant de réformes avant des décennies. Mais en ce qui concerne ces subventions particulières accordées par le roi, c'est à lui d'en décider tout de même. J'y retourne, si vous le permettez. N'oubliez pas de vous y faire applaudir, vous aussi. Pourquoi avez-vous rappelé cet homme alors qu'il vous énerve? Vous l'avez dit vous-même. Il est apprécié de la population. C'est facile de plaire à tout le monde quand on dit ce que tout le monde veut entendre. Je ne peux pas toujours penser qu'à moi, je dois penser aux intérêts de la France. Cet homme-là ne pense qu'à ses intérêts, je vous le garantis. Je ne peux pas penser qu'à moi. Ah bah, c'est bien, avec une politique comme celle-ci, tous les hommes utiles auront bientôt quitté la France, on va bientôt être tout à fait tranquille. Je ne comprends pas que ce soit les intéressés eux-mêmes qui se sacrifient comme ça, comme si c'était de leur plein gré. La peur de finir coupé en morceaux doit beaucoup contribuer à cette générosité. Et ce n'est pas fini. Le député de la Clairière, possédant 10 000 hectares de terre en Franche-Comté, a également suggéré que soient révisés tous les contrats de propriété en France par la justice. Quoi? Oui, et que soit cédé en contrepartie d'une rétribution symbolique à un grand nombre de parcelles aux plus démunis. Mais on est 50 millions d'habitants. Les richesses
marqué dans les mémoires ce jour historique. On m'a chargé de vous l'annoncer et de vous féliciter respectueusement au nom de tous les représentants de la nation. Je pense que cela doit être terminé maintenant, mais j'y retourne quand même, si vous me permettez. Oh, je voulais vous redire à quel point je suis soulagée que vous m'ayez accordé aujourd'hui votre confiance et que les événements passés qui avaient pu endommager notre rencontre sont maintenant revenus. Ça va vous en faire des médailles, vous allez être comblés. Maintenant, premier ordonnateur du progrès social et de la liberté. C'est pas mal, hein? Que faire en présence de la famille royale? Cela dépend pour beaucoup de l'endroit où vous la rencontrez. Si vous vous trouvez en présence de la famille royale dans un surplus de matériel chirurgical, le mieux est de ne pas prendre contact, puisque cela n'occasionnerait que de l'embarras de votre part et de la part de la famille royale. Si vous rencontrez un membre de la famille royale dans des circonstances normales, l'attitude à adopter est simple. Si vous portez un chapeau ou un turban, mettez-le prestement, tenez-le de la main gauche et laissez votre main droite libre, afin de ménager la possibilité pour la personne royale de décider d'un éventuel contact manuel. Poser un genou à terre serait très apprécié, mais se livrer à cet exercice dans un supermarché surpeuplé ou dans un centre commercial risque de causer un encombrement et, pour finir, de vous faire jeter dehors. Ne jamais poser une question directe à la famille royale. Par exemple, si vous souhaitez demander à la princesse Marina où se trouve la piscine, vous devez dire « La piscine doit être proche », en espérant qu'elle vous réponde « Non, vous vous trompez, je crois, elle se situe à 1 kilomètre d'ici, en bas de la rue Thorpe » ou « Oui, elle est proche, vous êtes dedans ». Ne jamais toucher la famille royale, dans aucune circonstance. Mot à ne pas dire à la reine. Mademoiselle, madame, toi là, merde alors, qu'il aille se faire foutre. Artiste de merde, Q1, répète, et masturbation. Une bonne conversation avec la reine. Approchez. Merci, votre majesté. Qu'est-ce qui vous a amené à Wolverhampton? Une de mes tantes vit près d'ici, à Wellington en fait, à 2 pas. À ce point de la discussion, vous aurez perdu l'attention de la reine. Elle rencontre beaucoup de monde. Tâchez par conséquent de faire des phrases courtes et précises. Eh bien, je dois partir. Au revoir, votre majesté. Au revoir, mon brave. Une mauvaise conversation avec la reine. Salut, je ne vous avais pas du tout reconnu. Mais je suis la reine. Vous ne ressemblez pas du tout à votre portrait sur les timbres-poste. Veuillez ne pas me parler sur ce ton, espèce de sale petit mec insignifiant. Vous pourriez m'aider à changer cette roue? Ferme ta grande gueule, espèce de sale petite hémorroïde de l'utérus. Une conversation de ce type peut ruiner toutes vos chances d'obtenir une distinction. Vous avez l'air en forme, vous, ce soir, on dirait. Vous savez, tous les gens que je rencontre dehors me disent « On est émerveillés par votre gentillesse et celle de votre femme. On devrait sortir plus souvent, non, pour discuter avec les gens. » Vous étiez à la messe ce soir? Oui. Excusez-moi, Louis. C'est vrai que dans la Constitution, il sera établi que toutes les religions ont le droit de s'installer en France au même titre que la religion catholique. Ah bon? Oui, mais ce n'est pas moi qui ai voulu cela, c'est l'Assemblée nationale. Majesté, Monsieur le Premier ministre demande à vous parler. Oh. Majesté, excusez-moi, on vient de me dire que vous venez de signer le décret de l'Assemblée en faveur de la nationalisation des propriétés de l'Église, c'est vrai? Mais oui. Ah bon? Mais enfin, Majesté, nous en avions discuté ce matin au Conseil, nous étions d'accord pour ne pas signer. Excusez-moi, mais ça ne sert à quoi que nous prenions des décisions ensemble le matin si vous faites exactement l'inverse le soir même? Oui, je sais. Majesté, cette assemblée n'a aucune cohérence ni vision sérieuse. Elle balance d'un côté un jour et de l'autre côté le lendemain. Ce n'est pas faux. Je sais. Majesté, la majorité des Français a besoin de repères stables et solides. Si vous n'occupez pas cette position, nous sommes perdus. Ce n'est pas faux. Majesté, vous ne pouvez pas signer comme ça tout ce qui nous tombe dessus en provenance de cette assemblée irrationnelle. Avec ce décret de nationalisation, nous allons finir d'effrayer tous nos partenaires économiques. Ça, c'est vrai. Si vous continuez dans cette attitude, Majesté, je ne pourrai pas poursuivre mon mandat auprès de vous. Sachez que je suis désolé de cette décision que vous venez de prendre. Et en même temps, sachez que je peux aussi la comprendre. Ce qui signifie? Eh bien, je vous ferai parvenir ma démission demain matin dès la 1re heure. Je suis
accepter mes très sincères gratitudes pour ces années de franche et étroite collaboration. Majesté, Madame. Majesté, Sa Sainteté le Pape aimerait vous parler. J'avais pourtant fait dire que je n'étais disponible pour personne. Je ne savais pas que ça valait pour le pape. Non, ce n'est pas grave. Bonsoir, votre sainteté. Vous ne me dérangez pas, mais moi non plus, je n'ai pas beaucoup de temps à vous accorder à l'instant. Je me doute que vous soyez très inquiet et même fâché. Je l'entends à votre voix que vous êtes fâché, mais sachez que malgré les apparences, vous ne devez pas vous inquiéter pour notre Église catholique. Mais oui, je comprends, je me mets à votre place en cet instant précis. Je ne peux pas vous en dire davantage, mais sachez que malgré les apparences, j'ai les choses parfaitement en main. Oui, oui, parfaitement, c'est bien ce que je viens de dire. Merci, mon père. Merci infiniment. À très vite. Bonne soirée. Amen. Monsieur le député Carré de l'Assemblée nationale demande à être reçu par Sa Majesté. Il est là en toute discrétion, m'a-t-il dit. Oui, je suis au courant. Ah bon, mais c'est un défilé ce soir. Bonsoir, Majesté. Je suis honoré que vous ayez accepté ma demande d'entretien. J'aimerais que cet entretien reste tout à fait confidentiel. Je prends des risques en venant m'adresser à vous de cette manière. Mais oui, bien sûr, je comprends. Pour être tout à fait direct, Majesté, j'ai la certitude que la France va bientôt sombrer dans une immense tragédie. À l'Assemblée, vos partisans fanatiques veulent la guerre civile et s'y préparent. Et les fanatiques de l'autre bord refusent tout compromis visant à établir une société équilibrée. Nous sommes pris en otage. Je suis venu vous dire officieusement, Majesté, qu'une quasi-majorité de vos députés sensés et raisonnables, dont je fais partie, a décidé de démissionner d'un bloc de l'Assemblée nationale afin de la dissoudre temporairement pour déclarer que c'est vous qui incarnez la seule autorité en France et vous inviter ainsi à reprendre l'intégralité de vos pouvoirs. Ah bon? Les deux conditions seraient 1. Que vous puissiez vous échapper de cette prison que constitue Paris afin de rétablir un véritable gouvernement. Deuxièmement, que vous proclamiez envers tous ceux qui s'engageraient avec vous que c'est une monarchie moderne que vous appelez de vos voeux, fondée sur le droit, la justice et le respect des libertés. Vous seul êtes capable de faire ce que des hommes comme moi n'arrivons pas à faire depuis des mois. Combiner un projet politique, libéral et social et une autorité indiscutable. Monsieur, je vous suis vraiment très reconnaissant d'avoir pris sur votre temps libre pour venir me soumettre ces belles propositions en dehors de leur caractère courageux et assez fantasmagorique sur certains points. Je voudrais surtout vous dire ici que j'ai décidé de ne plus écouter les conseils plus ou moins inspirés des autres. J'en ai trop reçu et j'en suis gavé, si vous me permettez l'expression. J'ai décidé aujourd'hui de ne plus m'en remettre qu'à moi-même en ce qui concerne les petites et même les grandes décisions. Excusez-moi, est-ce là toute votre réponse? En ce qui me concerne, oui. Vous voulez rajouter quelque chose? Eh bien, oui, oui, bien sûr. Évidemment, je comprends. Je vous remercie de m'avoir reçu si rapidement. Je vous en prie. Bonne soirée. De même. Majesté, j'aimerais profiter de cette occasion pour vous réaffirmer mon engagement total envers vous, quoi qu'il puisse arriver dans l'avenir. Je n'en doutais pas, mais vous savez, je vais peut-être vous surprendre, je suis assez confiant en ce qui peut advenir à moyenne échéance. Ah bon? Oui. Je sais que personne autour de moi ne comprend mon attitude, mais tout est absolument réfléchi de ma part. Mon soutien aux réformes les plus délirantes qui me sont présentées ne signifie pas une perte de ma lucidité. Chacune d'entre elles nous rapproche un peu plus du but que je cherche à atteindre. Car plus on bousculera la France et les Français dans leurs habitudes et leurs repères, plus on favorisera le besoin d'un retour à une autorité paisible et à une stabilité rassurante. Cet épisode tragique que nous vivons actuellement peut durer encore quelques semaines, quelques mois, mais vous verrez, il prendra bientôt fin. Et ça ira, vous verrez, ça ira. Bientôt, les gens qui, en général, aiment le changement, mais jusqu'à un certain point, reviendront dans ma direction. C'est bien simple, les gens, en très grande majorité, aiment être rassurés, réconfortés.
et non pas bouleversés jusqu'à ne plus savoir qui ils sont, ni ce qu'ils vont devenir. Absolument. Vous verrez, ça ira. Encore un peu de patience et de sang-froid, et ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Bonjour, votre sainteté. Bonjour, Michel-Ange. J'ai 2 mots à te dire concernant l'une de tes peintures, la Seine. Ah oui. Je n'en suis pas très content. Oh non. Elle m'a demandé des heures de boulot. Je n'en suis pas content du tout. Je comprends, c'est sûrement que vous n'aimez pas le kangourou. Le kangourou. Pas de problème, laissez tomber. Je vais l'effacer et on n'en parle plus. Je n'ai pas vu de kangourou. Mais si, au fond. Mais ne vous inquiétez pas, je vais l'enlever. Je vais le remplacer par un disciple, le tour est joué. Quel problème alors? Il y a un problème. Ah bon? Lequel? Les disciples, justement. Ils sont 28. Mais justement, je vais transformer le kangourou en disciple. On n'y verra que du feu. Non, non, ce n'est pas ça. Ok, on enlève carrément le kangourou. Je n'étais pas super content de toute façon. Non, mais le problème n'est pas là. Il y a 28 disciples. Et alors, c'est trop? Mais bien sûr que c'est trop. Bah oui, évidemment. Mais je voulais que ça ait vraiment la gueule d'un dernier repas. Pas d'un repas quelconque, d'un dernier déjeuner sur le pouce ou d'un gastro de finale. Vous comprenez? Ils étaient 12 disciples. Oui, mais peut-être que d'autres étaient là avant. Il n'y avait que 12 disciples, seulement. Oui, mais ces types-là, ils avaient des amis, non? Ils ont pu les inviter aussi. Il n'y avait que 12 disciples et notre Seigneur lors de ce repas. La Sainte Bible l'exprime clairement. Pas d'amis alors? Pas d'amis, non. Des serveurs peut-être? Non. Des danseurs? Non plus. Pourtant, ils apportent du corps à la scène. Je pourrais en enlever quelques-uns, mais... Ils étaient 12 disciples, pas un de plus, pas un de moins. Ça y est, je sais. On va appeler ça l'avant-scène. L'avant-dernier repas. Quoi? Bah oui. S'il y a eu un dernier repas, par la force des choses, il y en a eu aussi un avant-dernier. Non? Et la Bible ne donne aucune précision sur celui-ci. N'est-ce pas? Effectivement. Eh bien voilà, le tour est joué. Mais non, c'est impossible. Le dernier repas a une signification dans la vie de notre Seigneur. Pas l'avant-dernier. Même si un orchestre de mariachi l'animait. Oh! Le problème n'est pas là. Je t'ai commandé un dernier repas. Et je veux un dernier repas. La scène. Avec le Christ et ses 12 disciples. Le Christ. Eh oui, le Christ. À quel titre t'es-tu arrogé le droit d'en peindre 3 des Christ? Mais c'est vachement mieux comme ça, non? Mieux? Ah oui, ça en jette davantage, n'est-ce pas? Le gros équilibre les deux mécollets. Mais il n'y a qu'un seul rédempteur. Mais je sais ça, tout le monde sait ça. Mais qu'est-ce que vous en faites de la licence artistique? Je ne veux qu'un messie. Un point, c'est tout. Je vais vous dire ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est une putain de photo et rien d'autre. Et surtout pas avoir un de ces satanés d'artistes dans les pattes. Moi, ce que je veux, c'est la scène. Le dernier repas. Avec le un Christ. 12 disciples. Pas de kangourou et pas de trampoline. Je veux ce tableau pour mardi midi. Sinon, tu peux dire adieu à ta père. Fasciste, va. Allez, on y va. Aigremoine, du grec aigros, qui signifie chasser, et moinos, qui signifie témoin de Jéhovah. L'aigremoine désigne l'ensemble des techniques utilisées pour se débarrasser des témoins de Jéhovah qui viennent sonner à votre porte, comme ceux que l'on trouve dans le marabout flash numéro 36. Je me débarrasse des témoins de Jéhovah. Il s'agit d'abord de s'équiper d'une sonnette en cuivre branchée sur 380 volts, qui a pour effet de carboniser instantanément l'intrus. Si par malheur, le témoin de Jéhovah frappe à la porte au lieu de sonner, prévoyez d'avoir toujours à portée de main, dans le hall d'entrée, un flacon d'acide sulfurique, une casserole d'huile bouillante et une tronçonneuse en marche. Disposez également quelques mines anti-char dans le jardin. Lorsque vous aurez neutralisé le témoin de Jéhovah, clouez-le sur la porte du jardin. L'odeur éloignera les autres.
entre le sexe et le mariage. Eh bien, vous savez, c'est le plus souvent dans les liens du mariage que les partenaires acquièrent l'essentiel de leur connaissance charnelle. Mais sur ce point-là, précisément, sur les ébats sexuels entre époux. Il est vrai que ce n'est pas vraiment notre tasse de thé, mais voyez-vous, nous serons obligés de fermer les yeux tant que le sexe restera le principal vecteur de reproduction. Bien sûr, il y a toujours la possibilité d'immaculée conception, mais voyez-vous, il ne serait pas raisonnable de se fonder là-dessus pour assurer la reproduction de l'espèce et ainsi interdire le sexe entre époux. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, l'Église tolère ces pratiques, tant qu'elles visent à la reproduction, bien sûr, évidemment, et non pas pour le fun. C'est pour cela que vous interdisez toutes les formes de contraception, hormis le décompte des jours. Oui, nous autorisons nos fidèles à compter les jours, uniquement parce que c'est une méthode de contraception qui ne fonctionne pas. Mais à penser ainsi, ne craignez-vous pas d'encourager la surpopulation et donc la pauvreté, la misère, les maladies? C'est vrai, mais je vous rappelle que nous faisons la promotion d'un monde meilleur, et donc, plus on pourra envoyer de gens là-bas, mieux ce sera pour nous. Le Christ lui-même a-t-il condamné le sexe comme péché? Directement, non. Mais c'est probablement juste un oubli de sa part que nous avons heureusement rectifié avec l'aide de Paul. Le pape? Non, non, le saint. Saint Paul, le phallocrate, vous savez, il a réintroduit le péché de chair dans l'enseignement du Christ, ni vu, ni connu. C'est d'ailleurs pas mal fait, hein, on y croit. Oui, c'est du bon boulot. Comme ça, si le sexe est toléré entre époux, on se rattrape un petit peu sur la culpabilité. Mais cela ne vous gêne pas d'avoir un peu transformé l'enseignement du Christ? Il est vrai qu'on nous reproche parfois de prendre quelques libertés avec sa parole, mais entre nous, comment pouvons-nous vanter des principes de pauvreté, de douceur et de tolérance quand on n'est pas soi-même riche, puissant et autoritaire? Ça ne marcherait pas autrement. Bonsoir et bienvenue à notre émission. Nous avons invité ce soir Monseigneur Édouard Gray, émissaire au Collège de théologie et auteur de nombreux livres consacrés à la foi, le plus récent, déjà un best-seller, étant tout bonnement intitulé « Mon Dieu ». Face à lui, le docteur Tom Jack, humaniste et agnostique, conférencier et auteur du livre « Salut Maclo ». Exceptionnellement ce soir, au lieu de discuter de l'existence ou de la non-existence de Dieu, les débatteurs ont décidé de se battre afin d'imposer leur point de vue. L'existence ou la non-existence de Dieu sera donc prouvée par chaos ou abandon avant le 10e round. Et c'est quoi le tarare? Le tarare est une spécialité culinaire vietnamienne. Il s'agit de crème brûlée au napalm. Pendant la guerre du Vietnam, comme les habitants manquaient de tout, ils faisaient souvent avec les moyens du bord. Alors ils préparaient à manger pour plusieurs jours et ils mettaient tout ce qu'il y avait à cuire devant chez eux. Ensuite, ils allaient faire des pieds de nez et montrer leur derrière à l'aviation américaine qui, comme des gros bêtas qu'ils sont, s'empressaient d'aller déverser du napalm sur ces insolents, qui se cachaient dans leurs abris et qui en profitaient pour faire cuire la tambouille aux frais du contribuable américain. Et c'est quand le président Nixon a compris que les États-Unis avaient perdu 800 000 hommes et 100 000 milliards de dollars rien que pour réchauffer la soupe des Viettes qu'il décida qu'il fallait stopper les dépenses et qu'il déclara « Nous rentrer maison, us go home ». Soldat, mais pourquoi donc? C'est dangereux. Quoi? Il y a des gens là-dehors qui ont des pistolets, mon colonel. Quoi? Des vrais pistolets, mon colonel. Pas des jouets, mon colonel. Vrais de vrais, mon colonel. Ils en ont tous, mon colonel. Il y en a même qui ont des chars. Watkins, ils sont de notre côté. Et des grenades, mon colonel. Et des mitrailleuses, mon colonel. Alors j'aimerais bien partir, mon colonel, avant de me faire tuer. S'il vous plaît. Watkins,
dans l'armée que depuis aujourd'hui. Je sais, mon colonel, mais il y a des gens qui se font tuer pour de vrai. Pas moyen de dire pouce, mon colonel. Un type m'a dit que quand vous êtes dans l'armée et qu'il y a une guerre, on est obligé d'aller se battre. C'est vrai. Mais je veux dire... Merde alors. Enfin, je veux dire... si c'était une grosse guerre, quelqu'un pourrait avoir mal. Watkins, pourquoi vous êtes-vous engagé dans l'armée? Pour le ski nautique et les voyages, mon colonel. Pas pour les tueries, mon colonel. Je leur avais demandé de le mettre sur mon formulaire d'engagement, mon colonel. Pas de tueries. Watkins, ne seriez-vous pas un pacifiste? Oh non, mon colonel, je ne suis pas un pacifiste, mon colonel. Je suis un lâche. Je crois que Simon résiste. Je ne sais pas ce qu'il trafique dans sa chambre. Viens te détendre, Aurélie. En temps de guerre, il faut savoir se détendre. Arrête! Comme tu peux être vulgaire, en plus devant Camille. Tu n'es qu'une bête. Simon, je sais qu'une mère ne devrait pas, jamais, fouiller dans le journal intime de ses enfants, mais j'ai eu un songe funeste, Simon. Et je te jure, je n'étais pas moi-même lorsque je suis venue t'espionner cette nuit par le trou de la serrure de ta chambre. Et j'ai vu alors quelles activités secrètes tu menais avec la radio. Fais quelque chose, Paul! Agis au lieu de te cacher toujours derrière ce buste. Ouvre, Simon, ou sinon je défonce la porte avec le buste du maréchal Pétain. Ça t'excite d'être un héros, c'est ça, Simon? Tu veux être valeureux, mais tout le monde n'a pas l'étoffe d'un héros. Rémi a l'étoffe d'un héros, mais toi, tu es un poète, Simon. Tu vas te faire prendre dans les broussailles. Oh mon Dieu, je vois déjà la scène. Et puis, tu as de l'asthme. Tu sais bien que tu as de l'asthme, Simon. Tu vas attraper froid dans les prés à attendre le parachutage d'armes. Comprends-moi bien, mon pauvre enfant. Je n'ai absolument rien contre l'idée, le concept de résistance. Moi-même, je résiste un peu tous les jours aux assauts répétés de ton père. Et c'est en connaissance de cause que je sais que tu n'es pas taillé pour résister. On ne choisit pas, mon fils. Laisse au Rémi les lauriers de la victoire. T'es prénommé à chic, Simon. J'ai su à la maternité que tu n'allais pas être destiné au fait de guerre. Un haricot lorsque tu es né, Simon. Minuscule. Comme nous avons ri avec ton père. N'est-ce pas, Paul? Oh oui, nous avons ri, Aurélie. Nous avons passé de bons moments à la naissance de nos enfants. Car toi non plus, tu n'étais vraiment pas grand-chose. Tu m'as glissé entre les cuisses comme un mollusque. J'ai peur de découvrir quelque chose d'affreux caché derrière cette porte. Peut-être Simon a-t-il caché des juifs? Toute une famille dans notre propre maison, dissimulée dans la tenture. Oh Simon, j'ai tellement peur que ton père, d'un geste maladroit, ne déchire la tenture et ne tue tous les juifs d'un coup. Oh, comment vais-je pouvoir t'aider à dissimuler tous ces juifs dans ton armoire? Tu nous mets dans une situation impossible avec ton père. Comme si nous n'avions pas suffisamment de sujets de discorde. Clara, comme tu es belle, Clara. Je suis content d'avoir caché une juive aussi belle. Qui sait, nous allons peut-être avoir une histoire d'amour dans cette armoire. Bien sûr, je ne veux pas vous forcer, belle juive. Tenez, je vous ai apporté ces dés de fromage à picorer. Je serais volontiers resté avec vous, mais je dois surveiller le jeune Martin Sèvres. C'est un traître. Il a l'air sympa comme ça, mais on ne sait pas du tout où il campe. Le pauvre. Il collabore sans même s'en rendre compte. Pauvre Martin, pauvre misère. 8 heures. Je dois y aller. Comme la nuit fut courte en votre présence, Clara. Et quel dommage de cacher votre grande-tante Marie-Ange avec vous. Et que serait l'amour sans contrainte? Tenez,
Régalez-vous de ces bouts de saucisse. Et aussi, prenez une de mes boucles. Si jamais je me faisais tuer, je vous en prie, Clara. Ne cousez surtout pas ma boucle sur votre poitrine rose et délicate. Ne vous faites pas souffrir, non. Caressez-vous le genou avec, plutôt. Allez de votre genou jusqu'à votre cou. Doucement, délicatement. Voilà, comme ça. Allez partout, où bon vous semble, Clara. Cela nous fera un petit voyage de noces ensemble. Ah, Clara. Quelle connerie que la guerre. Qu'es-tu devenue sous cette pluie d'acier, de fer, de feu et de sang? Mais je suis là, Simon. Oui, mais tout doit être crypté entre nous, Clara. On doit tout le temps donner de fausses informations. Mais alors, m'avez-vous aimé, Simon? Cette histoire de mèche roulée partout sur mon corps, était-ce de l'amour ou de la désinformation? À vous de démêler le faux du vrai, belle Angélique. L'époque est folle. L'époque est folle. Attaquons le soufflet. Maman, à toi l'honneur. Que mon aîné se tienne à mes côtés. Viens, Patouillet, viens. En ce jour de réunion familiale, j'ai une requête à exposer. Dis voir toujours, Patouillet, si ce n'est pas trop long. Parce que si on... les soufflets retombent. J'ai 15 ans, je veux qu'on m'appelle Claude. Mais Patouillet, tu t'appelles Patrick? Je ne veux plus m'appeler Patouillet, je ne veux plus m'appeler Patrick, je veux qu'on m'appelle Claude. Patouillet, tout ça te dire, tu t'appelles Patrick. Tu as été baptisé Patrick sur les fonds baptisments. Patouillet, tu as été déclaré Patrick à la mairie. Tu ne peux pas t'appeler Claude. Je veux m'appeler Claude. Patouillet, tu me... Et le soufflet là, tout retombé, là, fichu, complètement à plat, tout effondré, voilà. Je veux m'appeler Claude. Patouillet, c'est impossible, on vient de te dire. Et Claude, enfin, c'est ridicule. Et moi qui me suis cassé la tête à faire un soufflet, moi qui n'aime pas ça. Et toi, dis quelque chose à la fin. Éclate maman à la figure ramollie de papa. Ta mère pleure. Le jour de ta fête. C'est pas bien gentil, Patouillet. Je vais bien. Je vais bien. Moi, si ça intéresse quelqu'un, je vais bien. Je ne suis pas malheureuse, non? Je ne suis pas tellement heureuse non plus. Bon, je n'ai pas eu de bol. Je suis née sans tard, dans une famille tranquille, relativement. Il n'y a pas de cadavre dans mon placard, mon background est clean. Je n'ai mal nulle part, pas le moindre grain de sable dans ma chaussure. Je suis une banalité affligeante. Je suis chiante à mourir. Parfois, je rêve. Maman aurait donné mon prénom à une fausse couche avant moi, elle porte ce secret et moi avec depuis ma naissance, obligée sans le savoir d'être reconnaissante à ma défunte sœur de m'avoir quitté sa vie, redevable en quelque sorte. Ça ressort. Un dimanche midi autour d'un poulet frites après un 20e. Ça va, Pauline, ça va pas, je vois bien que ça va pas. Ça va, me gonflez pas, Pauline, ça va, putain, ça va, arrêtez de me regarder comme si j'étais une bombe à retardement. Maman fond en larmes, ravale sa salive, crache le morceau. Olivier se coince l'os de la chance dans la gorge, il s'étouffe. Des bouchons au centre-ville engendrés par une manifestation pour la défense des animaux, les secours arrivent trop tard. Mon frère meurt dans d'affreuses souffrances, la tête bleue dans son assiette de frites. Maman souffre, papa souffre, je souffre. Dépression pour tout le monde. Envahi par la culpabilité, je sombre dans la boisson. Maman coupe les ponts, papa coupe les ponts, je suis orpheline comme dans les contes, une vraie petite fille aux allumettes. Un jour de mai, tout rentre dans l'ordre. Je rencontre Paul, abstinent, tendre et intelligent lors d'une réunion des alcooliques anonymes. Coup de foudre. Très vite on se marie, puis on achète un pavillon en banlieue pour y élever des enfants, une fille et un garçon. Le soleil brille. Étendue dans un bain de soleil au fond du jardin, je sirote tranquillement une citronnade. Tranquille, heureuse.
Sadek Hedayat est un auteur de la collection Marabout Flash. Dieu sait que cette collection de mini-guides a reçu les faveurs du public dans les années 60. Je parle espagnol. Je cuisine chinois. Je reçois mes amis. Je cultive mon jardin. Sadek Hedayat est l'auteur du Marabout Flash numéro 62, intitulé « Je me débarrasse des cadeaux de fête des mères ». Et voilà un petit guide bien utile, car passé le moment d'émotion où le petit bout de chou offre à sa maman le bricolage qu'il a fait de ses petites mains, que faire, surtout dans une famille nombreuse, de l'amoncellement de ses horreurs. Le Marabout Flash numéro 62 nous donne de précieux conseils. Pour tout ce qui est collier de nouilles, bougeoir en nouilles collées, cadre photo décoré de nouilles peintes en doré, s'arranger pour y faire de petites taches et les mettre au lave-vaisselle. Ou mieux, les faire mettre au lave-vaisselle par l'enfant lui-même. Et il est là ensuite franchement désolé lorsque vous retirez la vaisselle de la machine. Pour tout ce qui est collage, découpage, dessin, bref, gribouillis, s'arranger pour mettre le tout dans une boîte de carton. Et mettre cette boîte au milieu d'autres boîtes dans la remise. Et proposer un samedi aux enfants de faire un grand feu de vieux cartons au jardin. Ce sera vous qui allumez le feu et les enfants qui mettront les cartons dedans. Lorsque la fameuse boîte est aux 3/4 consumée, écriez-vous « Mais qui a mis mon carton avec tous mes trésors dans le feu ?» Plus l'enfant se sentira coupable, moins il vous soupçonnera d'avoir organisé tout cela volontairement. Que nous apprend l'affaire Weinstein? Alors, cette affaire fait partie des moments d'histoire avec un grand H, où d'un coup se condense une colère, ce que j'appelle même une révolte. Ce qui se produit va bien au-delà du fait divers, si tant est qu'on ait pu considérer les violences à l'encontre des femmes comme des faits divers. D'entrée de jeu, cette affaire est apparue comme quelque chose de collectif, de pluriel. Ce n'est pas une anecdote, cela s'est vu tout de suite. C'est un véritable événement, parce que cette affaire fait tomber un des hommes les plus puissants du monde. Ce n'est pas un soufflet, ce n'est pas juste une boursouflure, une piqûre qui provoque une allergie sur le corps social, c'est politique, parce que les femmes demandent justice. Elles remettent en cause un rapport de force, et c'est cela, le politique. C'est quand un groupe d'opprimés dit « ça suffit ». Cela signifie-t-il que les règles qui régissent les rapports entre les femmes et les hommes ont commencé à changer ou vont changer? On ne sait pas encore. Ce qui change déjà, c'est ce qu'on observe autour de soi. Toutes les femmes ont fait un rétro-pédalage personnel en se demandant quand elles avaient pu vivre quelque chose de limite, voire pire que limite. Mais tous les hommes sont concernés aussi parce que la peur, en plus de la honte, a changé de camp. Moi, je pense que certains ne dorment pas très bien. Et puis, tous ceux qui ne sont pas des prédateurs s'interrogent sur la catégorie homme à laquelle ils appartiennent. Tout le monde est concerné. Vous insistez beaucoup sur le pluriel, le collectif. Combien faut-il de femmes pour qu'elles soient entendues? Peu importe. Le pluriel, c'est le pluriel. Le problème, c'est que beaucoup de femmes raisonnent encore au singulier, en pensant 1 plus 1 plus 1. Mais c'est aussi le cas de beaucoup de responsables politiques qui disent aux femmes « Oui, mais il faut que vous portiez plainte. » Mais c'est une manière de rester dans cette addition, et ce n'est pas ça le pluriel. Voyez les chiffres. 2000 musiciennes dénoncent le harcèlement sexuel en Suède, 1000 autres en Norvège, pour Weinstein. On a dépassé la centaine de femmes. Quand on donne les chiffres, on fait preuve. Puis le pluriel, ce n'est pas non plus croire qu'il existe un corps unique des femmes, souvent résumé d'ailleurs par l'expression « la femme ». Non, c'est au moment du débat sur la parité, les journalistes me disaient « Oui, mais les femmes ne sont pas d'accord entre elles ». Je répondais « Justement, elles sont suffisamment nombreuses pour être en désaccord. La démocratie, c'est le désaccord. » Alors après, il faut aussi faire un petit peu de généalogie. Le fait que les femmes, aujourd'hui, crient haut et fort « Je suis féministe », c'est très nouveau. Et cela aussi a déclenché de la force. Parce que... Comment dire? C'est un changement qui a entraîné beaucoup de force. C'est un changement très positif, voyez-vous. Il y a très longtemps, je me rappelle, j'avais écrit que le mot féministe était un mot maudit et maudit pour toujours. Eh bien, je suis contente de m'être trompée. Merci, Geneviève Fraisse. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, le vent de femmes esclaves
plus de 40 ans nous assure que pendant le rapport sexuel, 45%. des femmes stimulent l'orgasme. 45%. Avec les années, ce pourcentage a augmenté. Actuellement, nous en sommes à 60%. En Italie aussi, on parle de 60%. Des sexologues américains ont étudié la question et ils sont arrivés à cette conclusion. Si une femme réussit à bien jouer, De façon crédible, l'orgasme pendant au moins 3 ans, elle finit, miracle, par l'atteindre. Je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas en Amérique, ils ont ouvert des salles Comme pour l'aérobic. où l'on enseigne aux femmes à bien jouer un rapport sexuel tout du long et en particulier l'orgasme. La chose est venue aux oreilles de Mediaset, qui a réalisé un numéro 0 qui sera prochainement retransmis sur ses chaînes. J'ai réussi à voir ce film chez des amis et je vous en donne un avant-goût. Cela va à coup sûr enrichir votre imagination et vos prochains rapports amoureux seront Extraordinaire! Vous vous souviendrez de nous. Nous pouvons nous représenter la salle ensemble. Nous sommes dans une salle. Une trentaine d'élèves, Nubiles ou mariés, en juste corps, accroupis, chacune sur son petit matelas, debout, sur une petite estrade. elle aussi en juste corps, le professeur d'orgasme. Je ne sais pas quel examen elle a passé, mais elle a toutes les références. Lumière tamisée, Un slow sexy comme accompagnement musical. mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Relaxez-vous. allongez-vous langoureusement sur votre petit matelas. Et 1 et 2. Placez-vous sur le côté droit. Et 1 et 2. Imaginez votre partenaire face à vous, lui aussi allongé sur le côté. Il vous enlace, Vous serre, vous embrasse, vous répondez avec langueur à ses baisers, les yeux mi-clos. mais vous ne restez pas là sans rien dire. Vous l'embrassez. En poussant un petit gémissement comme ça. Sur le ton de ce tiramisu. Dans le rapport sexuel, la respiration est capitale, surtout si on ne sent rien. Respirez sur un rythme profond, mais détendu, comme ça. Non, c'est un rose, ça, mon petit, fais attention. Accélérez légèrement votre respiration. Pas trop vite en apnée, sinon tu vas avoir la tête qui tourne. Mettez-vous lentement sur le dos. Attention, Un peu d'initiative, l'homme aime ça. mais pas trop, sinon vous vous entendrez dire. Putain! Vous entraînez votre partenaire jusque sur vous. Attention, c'est le moment le plus important. Il est sur vous. Il se prépare à posséder votre corps. Il va vous pénétrer. Ça y est, il vous pénètre. Faites qu'il se sente chez lui. Accueillez-le avec un petit gémissement enjoué. Oh, oh, oh. Comme pour lui dire. Bienvenue mon chéri. Comment vas-tu? Tu veux un café? Vous reprenez la respiration classique. Il est clair que vous ne pouvez pas soupirer et gémir pendant toute la durée de l'étreinte, sinon ça devient le lazaret. De temps en temps, vous devez intercaler quelques mots du genre. Oh non, c'est trop. Oh non, c'est trop. Ça plaît beaucoup. Mais vous ne pouvez pas soupirer. Oh non, c'est trop. Oh, garde à vous. Douce. Philippe, Pas la tête raide comme si vous aviez de l'arthrose cervicale. il faut qu'elle tape sur l'oreiller. Vous comptez jusqu'à 8. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Vous enlevez vos boucles d'oreilles. Vous ne pouvez pas taper la tête dans l'oreiller et vous taire tout du long, autrement il va se dire Une crise d'épilepsie. et il va filer. Il faut murmurer, c'est très spectaculaire. Oh, je meurs. Je meurs. Je meurs. Oh, je meurs. Je meurs. Je meurs. Pas avec cet air dramatique, s'il vous plaît. En souriant. Je meurs. Je meurs. Je meurs. Je meurs. Je meurs. Je meurs. Non, c'est le loup, ça. Et 1 et 2.
attention. Et c'est raté pour l'érection. Et non religieux, 6 fois, crescendo. Oh mon Dieu, Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, oh mon Dieu. Sainte Vierge. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Sainte Vierge. Courage, nous abordons le sprint final. Soulevez le bassin. Et là, on appuie sur les talons. Les épaules bien calées. Colle au sol. La position est instable. Vous comptez jusqu'à 12. 1, 2, 3, Pas voix haute. 10, 11, 12. Stop. Vous ne bougez plus. Vous le regardez en ouvrant grand les yeux et lui murmurez. Mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Pas trop interrogateur le ton sinon? Comment ça qui je suis? Mais je suis Antonio, tu ne me reconnais pas? Et il s'en va fou furieux. Vous reprenez le répertoire du début. Ah. Ouh. Oh maman. Oh Dieu. 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 Sainte Vierge. Ah. Ouh. Oh maman. Dieu. 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 Sainte Vierge. Bras libre, mouvement de bras sur le dos. Là, vous pouvez laisser libre cours à vos lubies. Non, 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 oui, oui, oui. Non, 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 oui, oui, oui. Ultime ululement. Bon, c'est une ambulance, ça. Dans les aigus, ça plaît beaucoup. Puis dans les graves. Fatigué, mais complet. 1, 2. Orgasme atteint. À présent, Mesdames mesdemoiselles, et messieurs, faites attention. la prochaine fois que vous ferez la mue, n'éclatez pas de rire lorsque vous direz Maman. Monsieur Mélèze, vous avez entendu les chefs d'accusation. Avez-vous quelque chose à déclarer avant que je prononce votre condamnation? Eh bien, j'aimerais simplement dire que, votre honneur, j'ai une famille, une femme et 6 enfants. Et j'espère vraiment que vous n'aurez pas à me priver de ma liberté parce que, votre honneur, la liberté est l'un des joyaux les plus prisés de nos sociétés civilisées. C'est le sceau dont l'homme des anciens âges marquait son âme et qui apaisait sa poitrine oppressée jusqu'à une parfaite quiétude. La liberté est aussi précieuse qu'un baume béni. C'est le réconfort des princes et la promesse de bonheur à venir. Oui, la substance et moelle de ceux à quoi nous croyons le plus. Qui prévient de la solitude de sa cellule le prisonnier enfermé entre des murs rudes et oppressants, loin de Thèbes? Qui enflamme et meut la bécasse prise au collet ou éveille de sa torpeur l'abricot somnolent? À quelle déesse le nautonnier pris dans la tourmente adresse ses prières les plus tempétueuses? À la liberté! La liberté! La liberté! Tout ça pour une putain de contravention. Pôle emploi, 4 rue Thomas Mann, 6720, Strasbourg. Salut les schtroumpfs, c'est Gargamel qui vous écrit. Je viens de trouver du boulot. La schtroumpf, la. Mais je préfère garder l'anonymat parce que j'ai beau avoir récemment trouvé un job, je sais que je pourrais malheureusement avoir encore besoin de vous. Enfin, quand je dis que je pourrais avoir besoin de vous, n'allez pas vous lustrer de chibre en tirant des plans sur la quéquette. Tout ce dont je pourrais avoir besoin, c'est d'être inscrit à Pôle emploi pour pouvoir toucher mon chômage. Parce que vous, les amis, en 9 mois, vous n'avez servi qu'à me gonfler les roupettes. Des annonces sporadiques pour être emboutisseur, tourneur-fraiseur, vendeur, mais aucune dans ma branche. Vous êtes tarés ou quoi? Par contre, vos courriers à la con pour des rendez-vous mensuels hyper importants, à ne louper sous aucun prétexte, alors qu'on n'y fait rien que de tirer du fromage de bite, cela, je les avais bien chaque mois, et plutôt 2 fois qu'une dans ma boîte à facture. Quand je pense que j'ai eu le putain de malheur d'oublier un de ces entretiens
virer tous vos inscrits pour que les chiffres du chômage baissent. Mais là, les branquignoles, c'est plus gros que Guy Carlier et Demis Rousseau dans un bateau. Comprenez, je suis tombée sur une annonce sur votre site et malheureusement, pour accéder à cet emploi, il fallait télépostuler. Un système chiatique et vaseux qui oblige le demandeur d'emploi à candidater 2 fois pour le même job. Une fois auprès de vous, via un formulaire pourri merdique, une seconde fois auprès de l'annonceur, après avoir passé la première sélection. Top moumoute les gars, comme si on n'avait que ça à brander. Double ration de paperasse pour les pauvres trous de balles sans emploi. Et donc je vous le donne en mille, vous m'avez recalé à cette annonce. Mais bien motivé, j'avais trouvé le nom de l'entreprise qui embauchait via les informations qui transparaissaient sur l'annonce. Et je leur ai fait suivre un CV, sur quoi ils m'ont proposé un entretien et m'ont embauché. Sans deck, faudrait penser à sortir vos doigts boudinés du cul de la schtroumpfette. Chers amis lutins, vous devinerez donc que je ne vous salue pas et j'espère ne plus jamais revoir vos sales tronches vérolées de pin flasque de Nabo bleu. Ne me parle pas sur ce ton, salaud de menteur! Sale porte, t'as vraiment rien à foutre dans cette mine! Gros con de snobinard, tu te crois si malin? Pouf là encore en train de vous battre, putain, arrêtez ça! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui a commencé! Mon contre-foot qui a commencé, c'est à quel propos? Bah, il prétend que le putain traité d'Utrecht, c'était en 1713! Et j'ai foutrement raison! Foutrement tort, il a été signé en février 1714! Il bluffe! Tu dis n'importe quoi, Jenkins, tu dis n'importe quoi! Il a raison, Jenkins. Le traité a été ratifié en septembre 1713. Toute cette foutue mine, c'est ça. Révise ton réveillon, page 468. Il pensait au moins au traité de Westphalie. T'es en train d'insinuer que je sais pas faire la différence entre la putain de guerre de succession d'Espagne et la putain de guerre de 30 ans? Tu ferais même pas la différence entre la bataille de Borodino et le cul d'un tigre. Arrêtez ça! Arrêtez ça! Je commence à en avoir ras le casque de vos putains de bagarres. Quand c'est pas le foutu traité d'Utrecht, c'est le foutu théorème binomial. On n'est pas dans la salle des doyens d'Oxford ici. On est à la bille, putain! Contremaître, tu peux régler quelque chose? Il y a Morgoth qui dit qu'on trouve la bac entre les triglyphes des frises de l'entablement des temples doriques classiques. Espèce de gros abruti, Morgane! Ça, c'est la méthode! La bague est entre l'architrave et les Chines dans le Capitole! Putain de menteur! Afin de booster l'économie, je propose de soumettre à l'impôt tous les étrangers vivant en dehors de notre frontière. Je vous lis une note de service. Veuillez faire savoir à votre personnel que la direction invite le personnel du siège à prendre un verre autour de son président directeur général, M. Pierre Cosson, pour le féliciter d'avoir remporté le tournoi de golf des 5 continents. Le pot aura lieu dans le hall d'entrée mardi prochain à 17h30. La demi-heure non travaillée ne sera pas récupérée. Signé Charles Bataille, directeur administratif et financier. Ici, centre de conditionnement de l'intelligence. Où êtes-vous, camarades? À Paris, déchirant les carcans organisationnels du vieux monde, la force révolutionnaire s'est libérée dans la rue. Provocation, bagarre, barricades, insurrection d'étudiants dans les paniers à salade. À Bordeaux, vous vivez qu'au niveau du spectacle étudiant parisien. La fausse conscience révolutionnaire se caractérise par son niveau d'aliénation au soleil du spectacle idéologique. Quand la conscience pourrit, l'idéologie suinte. Elle mystifie le don de sa propre vie tout en se livrant au plus offrant. La passivité exemplaire développée consciemment par les appareils bureaucratiques ne fait que développer l'autosatisfaction et la contemplation en retour des leaders. Elle n'arrive qu'à poser de pseudo-actes à travers de pseudo-événements sous le couvert de pseudo-discussions. Vos manifestations n'étaient que des promenades. Votre occupation n'est qu'une préoccupation. Tout acte créateur au niveau subjectif, même le plus faible, est perçu comme perturbateur du vaste ensemble spectaculaire qui s'édifie à Pessac Université. Réglez vos affaires vous-même. Ce n'est pas seulement cette université qui est à crever, c'est toute la société marchande. À vous de jouer, camarades. Comité pour le maintien des occupations. Bordeaux. Oui, bon, d'accord, le comité d'action. D'accord, le comité d'action.
d'action, mais il est où d'abord le comité d'action? À quoi il sert le comité d'action? Qu'est-ce qu'il fout le comité d'action? Avertissement. Nous vous informons aimablement des dispositions qui seront prises le jour où les forces de police envahiront notre faculté. Destruction totale et définitive du plus grand nombre de lampes, glaces, machines, meubles locaux. Il est bien évident que des incendies seront inévitables. L'Odéon, la Sorbonne, les Beaux-Arts nous ont montré la voie à ne pas suivre. Avec ou sans enragés, Censier sera Varsovie, Newark, Kessane, mais ne sera pas un nouveau pas en arrière, le pantalon baissé. Comité, ouvriers, étudiants, ne vous laissez pas enculer! Pendant les émeutes au quartier latin, j'en ai vu des choses. J'ai vu d'abord les universités se vider et les rues se remplir. Le principe des vases communicants, comme disait un doyen qui n'avait plus toutes ses facultés. Et puis quand j'ai vu tous ces cartes de police remplies de CRS, je me suis dit, tiens, ils en ont arrêté pas mal. Et puis, les manifestants qui criaient « Libérez-les! Libérez-les !» Ils parlaient des étudiants, évidemment. Mais le brigadier, lui, qui n'était pas au courant, il a ouvert les cars, il a libéré les CRS. C'était un malentendu. Tout est parti de là. Après, ça a été l'affrontement. J'ai vu un CRS qui avait agrippé un étudiant. Il le secouait d'une main, de l'autre, il tenait sa matraque. Il disait, quand je pense que moi qui n'ai rien dans la tête, qui n'ai aucune idée dans le crâne et creux comme un radis, je vais devoir frapper sur une tête bien pleine, un puits de science, un futur savant peut-être, ah ça me révolte. Et de rage, il tapait son étudiant. J'en ai vu des choses. J'ai vu, alors que tout le monde était en grève, un chômeur qui réclamait du travail et que personne n'écoutait. J'ai vu un commerçant lancer un pavé dans la vitrine de sa propre boutique et stupéfait déclarer en pleurant, avec ses grèves tournantes, je suis complètement désorienté, je ne sais plus ce que je fais, je fais n'importe quoi. J'ai vu un fonctionnaire qui était appointé, complètement désappointé. De la folie, j'ai vu un coiffeur raser les murs. Il frisait le ridicule. J'ai vu un oisif occuper ses propres loisirs. J'ai vu un boucher peser ses mots, en faire un paquet et le jeter à la tête du service d'ordre en criant « Mort aux vaches! Mort aux dents !» hurlait un dentiste qui ramenait tout à sa profession. Et puis il y avait ce chômeur-là, qui réclamait du travail et que personne n'écoutait. Et les étrangers qui se trouvaient là par hasard, complètement dépaysés. J'ai vu une Anglaise sur les quais de la Seine, elle attendait le métro. Comme elle n'a vu qu'il ne passait aucune drame, elle a repris le bateau. J'ai vu un touriste américain qui demandait à un CRS où se trouvaient les Folies Bergères se faire matraquer, sur place. Et puis il y avait ce Russe-là, ce Russe qui réclamait du travail, comme le chômeur, et que personne n'écoutait. Ah, j'en ai vu des choses. J'ai vu parmi les grévistes un chauffeur de taxi débrayé hors de son véhicule. De la démence, j'ai vu un CRS, pris d'une folie subite, arracher un piquet de grève. Alors, les manifestants criaient « Arrêtez-les! Arrêtez-les !» Ils parlaient des CRS, évidemment, mais le brigadier, lui, qui n'avait toujours rien compris, il a arrêté les étudiants. Alors les rues se sont vidées, les cars se sont remplis, le principe des vases communicants, comme disait le doyen qui n'avait même plus la faculté de se faire entendre. Et puis quand tout ça a été fini, j'ai retrouvé mon chômeur. Il avait trouvé du travail, il remettait les pavés à leur place. Il menaçait de faire grève parce qu'il n'était pas assez payé. Je me suis dit qu'on n'était pas sorti d'auberge. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous avons consenti en accord avec l'ensemble de vos syndicats plusieurs dizaines d'heures de congés payés supplémentaires et de substantielles augmentations de salaire. À la veille des vacances d'été, nous vous suggérons de partir avec le Club Méditerranée et de ne plus vous préoccuper de conseils ouvriers et de lutte de classe. Évitez même, s'il vous plaît, les occupations d'usine. Bien sincèrement, paru le 7 mai 1968 pour le CNPF, le président Paul Hublin. J'écris le scénario de ma propre vie. Je fais de moi ce que je suis. C'est mon seul visage. C'est ma seule voix. Personne. Vous m'entendez? Ne s'exprime de la même manière que moi. Personne ne me ressemble et personne. Entendez-moi bien. Personne ne peut imiter cette façon de parler. Je suis celui. Je suis celui. Je suis celui qui écrit le scénario. Je suis celui qui écrit le scénario de sa propre vie. Je dis que je suis celui qui écrit le scénario. Personne ne me ressemble. Personne ne s'exprime comme je le fais maintenant. Personne ne peut imiter cette façon de parler. Pas question que quiconque s'exprime de la même manière que moi. Je suis libre, ok, de m'inventer au fur et à mesure que j'avance. Oui, je m'invente au fur et à mesure que j'avance. Je suis celle qui fait de moi ce que je suis. Je disais, je suis celui qui fait de moi ce que je suis. J'ai ma propre voix. Je ne répète pas ce que disent les autres. Pas question que je répète ce que disent les autres. Je suis celle qui écrit le scénario. Oui, je suis celle qui écrit le scénario de ma propre vie maintenant. C'est moi qui fais de moi ce que je suis. Ni maman, ni
disais, il y a intérêt que je contrôle ma propre vie. Je décide comment m'habiller, je décide comment vivre. Je m'habille comme je m'habille, je vis exactement comme je vis comme je décide de vivre, et en plus, je fais ce que j'ai envie de faire. Je fais uniquement ce que j'ai envie de faire, je m'en prie de pas. Oui, je t'en prie, ne me dis pas que je ne fais pas ce que je fais et que je fais ce que je ne fais pas. N'essaye pas de me dire que je ne vis pas comme je vis. Je suis forte, je peux faire des choix. Je peux démolir le balai à chiottes de maman. Je peux détruire les outils de papa. Je peux construire une fusée dans mon propre jardin. Oui, et en plus, si je veux, je peux détruire les outils de papa. Le marteau et la perceuse. Oui, c'est moi qui détruis la perceuse à percussion électrique de papa. Et c'est moi qui détruis le balai à chiottes rose de maman. Je déboulis son canapé maintenant qu'elle a perdu la tête. Plus les deux fauteuils assortis. Je démolis la télé. Je prends une masse et démolis le lit et la table de chevet. Je démolis la table de chevet de maman et sa coiffeuse avec les 3 miroirs. Avec une hache. Sûr. Je détruis le siège à bascule. Avec une hache. Sûr. Je détruis l'image de 2 signes. Je suis celle qui détruit la garde-robe de maman. Je suis celle qui détruit la garde-robe de papa maintenant qui est mort et qui fracasse le cendrier en verre. J'explose le transat en plastique blanc. Je fracasse les outils. La lunette. Le râteau. Je détruis la desserte du dimanche avec son plateau amovible. C'est moi qui détruis les pauses et les casseroles et le mixeur électrique. Oui, le mixeur électrique et tout le contenu du placard, à savoir assiettes, couteaux, fourchettes, cuillères et autres paquets de nourriture du genre macaroni. Je détruis les vieux jouets, la poupée qui s'appelle Sarah et James Bond dans sa voiture James Bond originale. Je prends les prothèses auditives de papa et les explose comme ça. Entre 2 briques. C'est d'accord, je peux m'en charger. Oui. J'écris le scénario et je gère. Oui. Ça ne dépend que de moi. Oui, ça dépend totalement de moi. J'écris le scénario et je gère. Ne viens pas me dire que je ne veux pas. Ne viens pas me dire que je ne sais pas comment vivre. Ne viens pas me dire que je ne suis pas désirable. Va te faire foutre si tu n'aimes pas ma façon de parler. Va te faire foutre si tu n'aimes pas ma religion, oui, ou ma façon de parler. Va tout simplement te faire foutre si tu n'aimes pas mon quoi. Vas-y, dis-le, mon infirmité. Raciste. Antisémite. Fasciste du corps. Connasse. Espèce de terroriste, espèce de fasciste, terroriste du corps. Va te faire en foutre si tu n'aimes pas mes talons et ma mini-jupe. J'ai un style unique. J'ai un style unique. J'ai mon propre style. D'un genre plutôt unique. Les talons, la jupe et les petits chapeaux. Je pourrais mettre un petit chapeau pour me couvrir entièrement la tête. Ça ne regarde que moi et ma tête, ce que je mets et comment je le mets. C'est moi qui écris le scénario. J'écris le scénario en ce moment même. Je décide ici même, en ce moment même, du cours de ma propre vie. En ce moment même, et en plus, je lui donne du sens. Tu crois que je n'ai pas de sens dans ma vie? Tu crois que j'ai quoi? Que j'ai oublié mon propre mot de passe? Tu crois sérieusement que je ne peux pas ouvrir le document de ma propre vie? Que je peux pas changer ce que je veux? Que je peux pas supprimer ce que je veux? Tu crois sérieusement que je ne peux pas supprimer mes propres parents ou changer mon apparence? Tu crois sérieusement que je ne peux pas effectuer de changements sur mon corps et les sauvegarder? Ou te dire quand me baiser, ou te dire quand arrêter. Tu crois sérieusement que je ne peux pas atteindre l'amour le plus profond 24 heures sur 24 et l'intensifier encore? Tu crois sérieusement que je n'ai pas ce pouvoir? Que je ne peux pas écrire mon propre scénario? Que je ne peux pas retourner un crime sexuel à mon avantage? Que je ne peux pas retourner l'incendie que brûlait ou le cri d'un enfant kidnappé à mon avantage personnel? Tu crois que je ne sais pas comment cliquer sur trauma et le faire glisser dans le document de ma propre vie? Tu crois que je ne sais pas où introduire ma fusée? Oui, juste tellement faux. Parce que je vais introduire la fusée ici même. J'ai la volonté. J'ai la voix. J'ai le style. J'ai l'énergie et les moyens. Pourquoi devrais-je attendre? Regardez comment j'enflamme ce brindille. Regardez-moi allumer dans mon propre jardin ces moteurs de fusée avec ces feuilles humides. Je serai bientôt plus haut que la balançoire du jardin, encore plus haut même que le toit de ma propre maison. Oui, et tous ces tristes ingénieurs, ces parfaits misérables qui me haïssent d'être en apesanteur, Ne peuvent me voir qu'à travers des trous d'aiguille dans un carton. Avec ma propre fusée, privée qui fonce en direction d'Orion, puissant chasseur. Grand X dans la mer hivernale des étoiles. Et se met magnifiquement en orbite. Qu'ils essaient de me contrôler alors. Qu'ils tentent de m'imposer la gravité pour voir. Regardez-moi balancer mon pyjama attaché de vis à 16 km de haut dans leur sale gueule grisâtre. Regardez-moi sortir de ma fusée, enveloppée dans une combinaison lumineuse, faite en papier d'aluminium pour cuisine, et me mettre en route, des poumons luisants de pur oxygène, afin de traquer la masse perdue de l'univers.